J'avais envie de vous faire une vidéo pour démêler le vrai du faux concernant les préjugés, les idées reçues que l'on peut avoir sur les États-Unis et sur les Américains. On va parler de nourriture, d'argent, de mentalité, de culture, de style de vie, etc. Vous m'avez suggéré pas mal de préjugés, d'idées reçues via Instagram dans la petite box à questions. Comme vous en doutez, j'ai fait certains endroits, certaines villes. J'ai pas du tout eu le temps de faire tous les États-Unis, évidemment. Enfin, c'est un pays qui est immense. Donc je suis allée à Los Angeles et tout ce qu'il y a autour également. Je suis ensuite allée à Las Vegas, je suis passée par le Grand Canyon et j'ai terminé mon voyage par le côté avec San Francisco. Évidemment, tous les Américains ne se ressemblent pas, chaque personne est différente, chaque état est différent. C'est vraiment basé sur mon ressenti, mon expérience, tout en prenant en compte quand même l'avis de vrais Américains puisque je connais des personnes là-bas avec qui je suis restée. Le premier préjugé que vous m'avez énormément cité sur Instagram concerne la nourriture. On va beaucoup en parler dans cette vidéo et dans la vidéo vlog. Vous m'aviez dit que les portions au restaurant étaient immenses et que les produits au supermarché étaient énormes également. Je vous le dis direct, c'est pas du tout un mythe, c'est la vérité. Peu importe la ville, l'état dans lequel vous êtes, vous allez au restaurant, les portions sont, enfin j'allais dire énormes, ça dépend du restaurant dans lequel vous allez, mais 99% du temps, le plat que vous allez avoir aux États-Unis sera au minimum 2 fois plus grand que celui que vous allez avoir en France en moyenne. Au tout début de mon séjour, je commandais en fait normalement au restaurant comme si je commandais en France. Et en fait, je me suis rendu compte que le plat tout seul me suffisait déjà amplement. Et ensuite, bon, on prend un petit peu l'habitude. Après, au niveau des boissons type Starbucks, café, smoothie, matcha latte, etc., je trouve que c'est un super point positif parce qu'en France, les boissons sont assez petites et donc tu restes un petit peu sur ta faim. Et ensuite, concernant les produits dans les supermarchés, eh bien, ce n'est pas des bouteilles d'eau ou des briques de lait que vous avez, c'est vraiment des bidons énormes d'eau, des bidons énormes de lait, de jus d'orange. Les paquets de chips, c'est pareil, c'est en format XXL par défaut. Tu peux les acheter aussi dans des grosses caisses, dans des gros cartons par 6, par 10, etc. Vous le verrez plus en détail dans la vidéo vlog. Ensuite, le deuxième préjugé que vous m'avez cité sur Instagram concerne toujours la nourriture. La nourriture n'est pas très bonne et ils ne cuisinent jamais. Bon, je suis un peu partagée sur ça parce que c'est un petit peu comme en France et comme partout, ça dépend vraiment du restaurant dans lequel vous allez, ça dépend de la qualité des ingrédients, des matières premières, de comment c'est cuisiné, etc. En revanche, si je devais comparer la qualité de la nourriture en France versus les États-Unis, il n'y a pas photo, hein. C'est largement meilleur en France. Après, vous allez peut-être me dire que je suis pas complètement objective, peut-être que voilà, mon cerveau est un peu biaisé, mon palais est différent, et pourtant j'ai testé vraiment tout type de restaurants, tout type de cuisine, différentes gammes de prix, etc. Et il y a un autre point aussi qui m'a assez frappé, c'est que quand tu vas dans les supermarchés classiques, type Target, Walmart, Ralph, les produits ultra transformés sont partout, dans les rayons, avec une liste d'ingrédients chaque fois qui fait 1 mètre, alors que le produit fait à peine 5 grammes. Ça m'a énormément frappé parce que bon, pour le coup en France, moi je fais hyper attention à tout ce qui est additifs, conservateurs, colorants, édulcorants, enfin j'évite tout ça au maximum, je regarde tout le temps la composition des produits. Ce que je vous conseille, si vous êtes un petit peu comme moi, à cheval sur la compo des produits, c'est d'aller dans des magasins bio, tout simplement. Où, pour le coup, les produits sont quand même assez qualitatifs. Après, ça reste quand même pas donné, parce que c'est organique, c'est bio, donc c'est forcément plus cher. C'est plus cher qu'en France. Moi, en magasin bio, j'allais chez Sprouts, Trader Joe's et Whole Foods. C'était vraiment les 3 magasins bio dans lesquels j'allais le plus souvent. Vous avez des produits qui existent aux États-Unis en mode normal, que vous ne retrouvez absolument pas en France. Je pense notamment aux rayons snacks, barres protéinées, barres de céréales, etc. Mais là, je parle vraiment des snacks healthy, hein, pas des snacks bourrés de sucre, etc. Enfin, ça faisait un rayon entier et la compo était hyper clean dans ces magasins bio. Évidemment que si vous regardez des vidéos de créateurs, créatrices de contenu américaines, vous voyez les Américains cuisiner, des trucs healthy et tout. Alors ça existe complètement, ça c'est sûr. Mais la réalité, c'est que la majorité des Américains ne cuisinent pas vraiment. S'ils cuisinent, c'est qu'ils vont plutôt assembler rapidement des petites choses déjà préparées. Je parle vraiment d'une famille américaine lambda. Et l'ironie du sort, c'est qu'ils ont souvent des grosses cuisines, hyper bien équipées, avec un plan de travail énorme, le frigo américain énorme aussi. Il y a un rapport assez différent quand même avec le moment de déjeuner, de dîner, de prendre son petit goûter, etc. entre les États-Unis et la France en l'occurrence. Plusieurs Américains me l'ont confirmé, donc je pense que c'est vrai. Là où en France, tu peux te poser pendant
1 heure, 2 heures avec des amis à un café ou passer une bonne heure à prendre ton déjeuner. Tu prends quand même plus de temps pour apprécier ton déjeuner, ton dîner en France qu'aux États-Unis. Ils vont accorder moins d'importance au fait de se poser, de bien manger, de faire son petit plat, voilà. Et en termes d'horaire aussi, ils mangent assez tôt, généralement. Et les restaurants ferment aussi très très tôt. Enfin, très tôt par rapport à moi, ma vision des choses. Je crois qu'à un moment, on était allé dans un restaurant vers 21h et quelques, et je me rappelle, il y avait quasiment personne dans le restaurant. Le 3e préjugé que vous m'avez cité, il faut une voiture pour tout, ils ont des énormes voitures, et ils ne marchent jamais. Alors bon, c'est un petit peu exagéré, parce que bon, ils marchent quand même un petit peu, mais globalement, c'est vrai qu'ils ne sont pas très très friands de la marche, et ils utilisent leur voiture pour absolument tout. Pour leur défense, c'est vrai que les terrains sont immenses, les routes sont grandes, sont longues. Encore une fois, ça dépend de là où t'habites. Mais si tu mets de côté les villes ultra citadines, même les banlieues proches, tu vois, de Los Angeles par exemple, tout le monde est en voiture, tout le monde va faire ses courses en voiture, d'où justement les grosses portions de produits au supermarché. Donc ils sont vraiment dans une culture 100% voiture. Vous avez sûrement cette image dans les films et les séries de ce fameux ado qui vient d'avoir 16 ans, qui va passer son permis pour arriver en voiture au lycée. Got your mom's car keys? Check. Sleeping bags. Check. Le truc improbable en France, ça pour le coup c'est totalement réel. Et sur le fait qu'ils ont tous des énormes voitures. Alors oui, c'est vrai que les modèles de voitures classiques aux États-Unis, c'est surtout des SUV, des 4x4, des grosses voitures. Comme je vous l'ai dit, les routes sont hyper longues, sont hyper grandes. Il faut quand même des grosses voitures pour tenir le coup. Et sur la route, j'ai vu pas mal de voitures Tesla aussi. Et pour la petite anecdote, un moment j'avais vu sur Google Maps que j'étais près d'une sorte de centre commercial. À ce moment-là, ma famille américaine était occupée. Du coup, je leur ai dit bon, je vous laisse quelques petites heures, je vais marcher jusqu'au centre commercial d'à côté. Et ils m'ont regardé en mode mais tu veux pas qu'on t'emmène là-bas en voiture, tu vas mettre combien de temps, etc. Et je leur ai dit non, au contraire, j'ai vu que c'était entre 20 et 30 minutes de marche. J'étais arrivée à ce moment-là à un point où j'avais passé pas mal de temps en voiture, etc. J'avais besoin de marcher parce que c'est ce que moi je fais au quotidien dans ma vie en France. Juste 20-30 minutes de marche, en plus dans un cadre assez paisible et tranquille. Pour moi c'était plus bénéf qu'autre chose, mais vraiment c'était lunaire, il me comprenait pas. Le 4e préjugé que vous m'avez cité, ça concerne la question du surpoids et de l'obésité. Est-ce que c'est vrai qu'il y a plus de personnes en surpoids, en situation d'obésité là-bas? Comme je vous l'ai dit, j'ai pas visité l'entièreté des États-Unis, je suis pas allée toquer à chaque maison. Évidemment, chaque personne est différente, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a vraiment les extrêmes, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des Américains qui sont, bon c'est très cliché, hein, mais pour le coup c'est ce que j'ai vu, des gens hyper fit, hyper musclés, qui boivent des smoothies verts, qui font hyper attention à leur alimentation, etc. Et t'as vraiment d'autres personnes qui sont essoufflées très rapidement, qui ne marchent jamais, qui sont parfois en surpoids, parfois en situation d'obésité pour certains, et qui mangent des trucs ultra transformés tous les jours. J'avoue que je croisais plus de personnes en surpoids ou en situation d'obésité aux États-Unis, en allant dans des endroits très différents, hein, autant en ville que dans des banlieues, des coins plus ruraux, etc. T'en croises moins fréquemment en France que t'en croises aux États-Unis. Ça, c'est vraiment mon ressenti. Ensuite, 5e préjugé que vous m'avez dit. Les Américains sont superficiels, ils adorent le small talk et viennent facilement te parler. Alors la dernière partie sur le small talk et le fait qu'ils viennent facilement te parler, t'aborder, ça c'est totalement vrai, à quelques exceptions évidemment, puisque encore une fois, chaque être humain est différent, mais il y a vraiment ce truc où l'Américain lambda n'a pas forcément de barrière sociale à venir te dire bonjour. Ils vont facilement te parler, te demander si ça va, te faire un petit compliment quand ils ont envie de le dire, et aussi d'engager la conversation sur la question de la superficialité. Honnêtement, je trouve pas que les Américains soient plus superficiels que d'autres personnes. J'ai pas forcément eu cette sensation-là. Je pense que les gens qui pensent à ce préjugé vont plus faire référence au fait que les Américains, comme je l'ai dit, vont te dire que t'as passé une bonne journée, vont te faire des petits sourires, vont te parler de petites choses, etc. Mais c'est pas forcément un côté superficiel, c'est juste culturel, c'est juste une habitude, c'est leur manière d'être normale, on va dire, pour eux. Le 6e préjugé que vous m'avez cité concerne les pourboires, donc les tips. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a une forte culture des pourboires aux États-Unis et que c'est hyper mal vu de ne pas laisser des pourboires au restaurant par exemple?
Oui. oui, c'est totalement vrai. C'est pas du tout quelque chose d'ancré dans la loi, dans la législation, etc. Mais c'est quelque chose vraiment de culturel, d'habituel chez eux. Tu vas au restaurant, tu vas bénéficier de services, bon, plus ou moins qualitatifs, évidemment, selon l'endroit et les personnes. À la fin, tu dois mettre un pourboire, sinon on te regarde hyper mal, on te fait sentir que, voilà, c'est pas hyper cool. Donc après, vous allez me dire, il y a rien de dramatique, t'es pas non plus un hors-la-loi, tu vas pas aller à la police parce que t'as pas laissé des pourboires dans le restaurant du coin. En fait, c'est quelque chose de tellement culturel et de tellement ancré que c'est bizarre de pas respecter le truc, vous voyez. C'est comme si tu me disais, je vais en Italie et puis je commande tous les jours un cappuccino à 16h. Le cappuccino, c'est que le matin, tu commandes pas de cappuccino à 16h, ou le fait de couper ses spaghettis. C'est pas hors la loi, mais c'est bizarre. Okay, ouais, pour en revenir aux tips et au pourboire, tu vas au restaurant, tu passes à la caisse, si tu payes en carte bleue, sur l'écran, sur la tablette, t'as systématiquement 15%, 20%, 25% qui s'affichent. Si tu veux vraiment mettre 0 de pourboire, tu sélectionnes autre montant, et là tu mets 0, mais bon. Et donc j'ai demandé à ma famille américaine pourquoi les tips étaient si importants aux États-Unis et si importants pour les gens, parce que au-delà de l'aspect vraiment culturel, il y a ce truc du revenu, du salaire. Dans les métiers de la restauration notamment, les gens ne sont pas hyper bien rémunérés, pas tout le monde évidemment, mais de manière globale. Donc en fait, les serveurs vont vraiment considérer les pourboires comme un vrai salaire et pas juste 2-3 euros, 2-3 dollars en plus pour arrondir les fins de mois, on va dire. Ils comptent vraiment sur cette partie-là pour avoir leur salaire complet. Donc c'est très important pour eux que les clients mettent des tips plus ou moins élevés. Et c'est pour ça d'ailleurs, bonne transition, dans certains restaurants, il y a certains serveurs qui vont être assez insistants, assez lourds, et vont tout le temps venir vous voir. Mais quand je dis tout le temps, c'est littéralement toutes les 5 minutes, pour vous demander si tout va bien, si vous désirez quelque chose d'autre, si vous voulez qu'on débarrasse votre assiette, si vous voulez ceci, cela. Alors bien sûr, il y a le côté aimable et service qui est hyper important. Alors moi j'estime que lorsque vous allez au restaurant, c'est aussi pour passer un bon moment tranquille avec soit avec vous-même, soit avec vos proches, et que vous n'avez pas forcément envie d'être interrompu, littéralement, toutes les 5 minutes. Donc parfois, je trouve que certains en font un petit peu trop, et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Tout simplement pour avoir plus de tips. Parce qu'en fait, dans leur cerveau, ils vont se dire, plus je suis disponible, plus je me montre aux clients, plus je vais avoir des pourboires. Alors que dans certains cas, c'est même contre-productif. Donc ne soyez pas surpris si jamais le serveur vient tout le temps vous voir pour vous demander si ça va. Il peut être très sympa, mais il y a aussi une idée derrière la tête avec les tips. Le préjugé que vous m'avez cité ensuite, la vie est plus chère aux États-Unis qu'en France. Globalement, je dirais que c'est vrai. Au niveau des courses, déjà, c'est beaucoup plus cher qu'en France, surtout si t'achètes vraiment des aliments de qualité. Quand tu vas au restaurant ou que t'achètes des vêtements dans un magasin, le prix que tu vois sur la carte ou sur l'étiquette n'est pas du tout le prix que tu vas payer à la fin à la caisse, dans le sens où, comme on l'a dit, donc il y a les tips pour les restaurants. Pour les restaurants et pour les magasins, tu as les taxes. Parce que oui, nous sommes habitués à voir les prix en TTC, toutes taxes comprises en France. Si tu vois 10 euros, c'est que ça va te coûter 10 euros à la fin à la caisse. Mais aux États-Unis, c'est pas du tout pareil. Tu vois un truc à 10 $, tu ne vas pas payer 10 $ à la fin. Tu dois rajouter les taxes et tu dois rajouter les pourboires lorsqu'il s'agit d'un restaurant, d'un coffee shop. Ensuite, si tu as une voiture, comme la plupart des Américains, tu as la voiture à payer, l'essence, l'assurance, etc. Le logement coûte très cher aussi. Si tu achètes une maison, c'est cher. Si tu loues un appartement, par exemple à New York, les loyers sont hors de prix. Globalement, la vie aux États-Unis est quand même assez chère, je trouve. La vie en Californie est plus chère qu'à Paris. Après, on m'a dit que les salaires étaient quand même plus élevés aux États-Unis qu'en France. Ça dépend des métiers, des entreprises encore une fois. Mais globalement, les salaires sont plus élevés. À quel prix, vous allez me dire? Et justement, on enchaîne avec le prochain préjugé qui est lié à celui qu'on vient d'évoquer. La mentalité concernant le travail et l'argent est différente entre les États-Unis et la France. Alors oui, c'est totalement vrai. Ils parlent d'argent assez librement, assez ouvertement. Encore une fois, il y a des exceptions, bien évidemment, mais le ressenti global, c'est que une personne va facilement te parler de son salaire, du fait que parfois, pour certains, ils vont cumuler plusieurs jobs, ils vont facilement te dire qu'ils ont dépensé tant d'argent pour acheter tel truc, ils vont aussi facilement te dire que leur maison, leur appartement leur a coûté tant de loyer, leur a coûté tant d'argent, etc. Et ils ont aussi ce rapport à l'argent qui est assez différent du nôtre en France. Moi qui suis justement entrepreneur en France, je pense, tout le monde me l'a dit, mon business se serait davantage développé aux États-Unis, en tout cas développé plus rapidement et plus facilement. Et il y a vraiment ce mood de si t'as une idée, fais-le. Si t'as envie de faire un truc, fais-le. Si t'as envie de tester un truc, fais-le. Là où en France, il y a un petit peu plus de blocage, je trouve. Et ce qui est vraiment dommage en France, je trouve, c'est ce côté tabou
de l'argent et qu'il est assez mal vu d'être riche quand t'es en France. Enfin, encore une fois, c'est une question de perspective et de mentalité, mais quand je vois une personne qui a réussi à créer son business, à développer sa marque, à concrétiser tel ou tel projet, bah justement, je me dis, c'est trop bien pour elle, c'est très inspirant. Je me demande comment cette personne a réussi à gravir les échelons, à accomplir telle ou telle chose. Je vais justement avoir envie de connaître son parcours, tout simplement dans une optique de grandir, d'en apprendre davantage et de m'inspirer, quoi. L'avant-dernier préjugé que vous m'avez écrit, les Américains sont incultes, surtout en géographie. Forcément, vous faites référence aux vidéos sur les réseaux sociaux où quelqu'un interviewe des personnes en leur demandant quel est le drapeau de tel pays, où se situe tel pays, quelle est la capitale. Et à chaque fois, lorsque ce sont des Américains qui répondent, ils donnent des réponses totalement bizarres et lunaires. Can you name a country on this map? I believe that's Africa? Nope, Asia? Or Africa? that's a continent. Oh. Kevin, can you name a country on this map? What? Enfin, c'est des trucs, je pense pour nous, qui sont complètement lunaires, hein, ça c'est clair et net. Pour le coup, je pense que dans ces vidéos-là, il y a du vrai, il y a du faux, il y a des personnes qui sont vraiment incultes, mais je pense qu'ils sélectionnent aussi volontairement la partie un petit peu what the fuck pour faire le buzz sur les réseaux sociaux. Après, voilà, les incultes, ça existe dans chaque pays du monde entier. Je pense pas que ce soit propre aux Américains. En revanche, ce qui est vrai, je l'ai remarqué, c'est que les Américains sont assez auto-centrés sur leur pays, sur eux-mêmes. Bon, je pense qu'il faut un petit peu nuancer aussi, parce que je sais pas si vous vous en rendez compte, mais les États-Unis, c'est énorme, c'est immense. Déjà, tu veux faire New York, Los Angeles, t'es obligé de prendre un avion. Enfin, tu peux aller en voiture, hein, mais ça va te prendre 40 ans. Donc, ils prennent l'avion de Los Angeles à New York, comme nous, on prendrait le train pour aller de Paris à Marseille. Ils sont quand même éloignés de l'Asie, ils sont éloignés de l'Europe. Maintenant, bon, on est quand même en 2025, il y a quand même pas mal d'Américains qui ont voyagé, qui voyagent. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que, en fait, ils vont vraiment considérer l'Europe comme un pays à part entière, comme les États-Unis, alors que l'Europe n'est pas un pays et que chaque pays européen est totalement différent. C'est assez marrant quand ils disent à chaque fois l'Europe. Mais pour répondre aux préjugés, je ne pense pas que les Américains soient incultes ou quoi que ce soit. C'est une question d'éducation, c'est une question d'environnement. Ça dépend vraiment de chaque personne. Ensuite, dernier préjugé que vous m'avez pas mal cité quand même sur Instagram. Les Américains ne s'habillent pas de manière élégante. Bon. Il faut quand même préciser plusieurs points. C'est que tous les Français ne s'habillent pas non plus de manière élégante, on est d'accord. Et le style vestimentaire dépend vraiment d'une personne à une autre. Mais de manière globale, si tu prends des personnes lambda en France versus des personnes lambda aux États-Unis, je trouve que en France on s'habille mieux qu'aux États-Unis. Après, ça dépend vraiment des personnes. Mais l'image que vous avez de certains Américains qui vont faire leurs courses en t-shirt, short de jogging ou de pyjama avec des tongs, c'est la réalité. J'en ai vu énormément aux États-Unis et en fait, ils s'en fichent totalement, quoi. Je pense qu'en France, globalement, on fait beaucoup plus attention à son style vestimentaire qu'aux États-Unis. Après, je mets de côté certaines exceptions. Je pense notamment aux gens qui habitent à New York et je pense aussi à des quartiers très spécifiques. En fait, les gens s'en fichent, vont pas te faire un scandale, vont pas te regarder pendant 40 ans. Encore une fois, ça dépend des quartiers, etc. Alors qu'en France, si tu vas juste acheter ta baguette de pain à la boulangerie mais que t'es en pyjama, grosse fluo avec des petits nounours et des gros chaussons, les gens vont un peu plus te lancer des regards et te juger, donc je pense que ça participe aussi à cette différence-là. Well, look at you, boy, grown up and tall. Who would have thought you'd stick around this long? It's just another time